Nous revoilà pour la seconde partie de cette édition. À l'honneur dans nos débats, nous commencerons par la sécurité alimentaire au Bénin, l'impact de la journée mondiale de l'alimentation et Téléfood 2024, comment ces événements peuvent-ils jouer un rôle dans le renforcement de la sécurité alimentaire, notamment dans les milieux ruraux. Ensuite, nous explorerons un autre sujet important, les personnes âgées et la sécurité alimentaire, comment garantir que nos aînés aient accès à une alimentation suffisante et équilibrée, surtout dans les zones vulnérables. Nous en discuterons avec nos débatteurs qui sont présents ici sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Julio Tometti. Bonsoir, Madame Mayel, et bonsoir, téléspectateurs de télé. Je rappelle que vous êtes juriste, analyste politique. Bonsoir, Monsieur Romario Rumpé. Bonsoir, Mayel. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci d'avoir répondu présent. Plaisir partagé. La sécurité alimentaire se définit comme l'accès pour tous et à tout moment à une nourriture suffisante, saine et nutritive, permettant de mener une vie saine et active. Alors, Monsieur Julio Tometti, pensez-vous que le citoyen à moyen revenu se retrouve dans cette logique? Est-ce que le citoyen qui a un revenu moyen se retrouve dans la logique d'une sécurité alimentaire quand on sait que la sécurité alimentaire se définit comme l'accès à une alimentation saine et équilibrée? Oui, vous venez bien de définir la notion de sécurité alimentaire et donc peut-être le revers est désigné sous le thème d'insécurité alimentaire. Il faut d'abord commencer par dire, en fait, pour recentrer le débat, que c'est un thème qui est apparu dans les années 60. Et la préoccupation au plan mondial, c'était que, est-ce que la production d'aliments au plan mondial permet, en fait, de satisfaire les besoins en quantité liés à la situation démographique. Et donc, par la suite, dans les années 1995, avec la crise de la vache folle en Europe, la question de la qualité était venue s'y ajouter. De sorte qu'au-delà de la question de quantité, est-ce que en fait, on a des aliments en qualité nutritive suffisante pour d'abord nous éviter la maladie et pour nos besoins nutritifs. Et donc, de ce point de vue, aujourd'hui, en fait, avec l'évolution, c'est beaucoup plus la question de qualité ou de variété, en fait, en termes d'aliments qui se pose. Et quand vous prenez, que ce soit au plan mondial ou au plan africain, même au Bénin, l'autre préoccupation majeure, c'est que est-ce que, en fait, tout le monde arrive à manger en quantité et en qualité? D'où votre question de savoir, en fait, sur des revenus moyens. En fait, il y a une partie, notamment, qui sont même en excédent, en fait, en termes d'aliments, mais il y a une autre partie qui est vraiment déficitaire d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des localités dans le Bénin où c'est la consommation de tubercules qui est le plus, truc là, dont les personnes ont le plus accès. Il y a une question de quantité, mais en termes de variété, en fait, les gens n'arrivent toujours pas. Donc, pour répondre à votre question, pour dire, est-ce que les personnes de revenus moyens ont accès à une alimentation équilibrée? Je peux dire en quelque sorte oui. Parce que qui sont ceux qui sont en fait ont des revenus moyens? Ces revenus moyens, quand nous prenons en fait les chiffres de l'Instad, en fait, nous n'avons pas encore atteint, en fait, notre population n'avons pas encore atteint 50% qui est de revenus moyens. Ça veut dire que nous sommes environ à 35 personnes, d'accord, à revenus moyens. Ça veut dire que ceux qui sont à revenus moyens qu'on appelle revenus intermédiaires, ceux qui sont en faible revenu, en fait, représentent la plus grande proportion. À partir de ce moment-là, on peut sans rien de se tromper, dire en fait que le Bénin est toujours en fait soumis à cette question préoccupante de sécurité alimentaire, sinon d'insécurité alimentaire. D'accord, Monsieur Romario Rumpé, le gouvernement a autorisé la célébration de la 44e journée mondiale de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par journée mondiale de l'alimentation?
Déjà, la plupart des journées mondiales sont instaurées pour quand même permettre à chaque fois de réfléchir sur les thématiques qui sont au cœur de ces journées-là. Donc, je pense que si le gouvernement béninois a organisé une journée pareille, c'est d'abord pour réfléchir, mener des réflexions sur ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Où en sommes-nous au Bénin? Où en sommes-nous dans les réformes? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On fait un bilan, on fait des projections, on met des propositions sur la table au cours de ces journées-là pour pouvoir réfléchir quand même à comment améliorer la situation. Donc je pense que s'il y a une journée pareille qui a été instaurée et que le gouvernement béninois a organisé, bien sûr en marge de cette journée-là, une célébration au Bénin, c'est d'abord pour permettre, comme je l'ai dit, de mener des réflexions. Vous allez voir, ce ne sont pas des journées exclusives, voilà. Ce sont des journées qui incluent des ONG, des centres communautaires, des personnalités, en tout cas les autorités compétentes et les institutions qui sont concernées par la question. Donc c'est vraiment plus que jamais pour chacune d'elles de réfléchir par rapport à cette thématique, à cette situation. Est-ce que le Bénin évolue par rapport à la lutte contre l'insécurité alimentaire? Où en sommes-nous? Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette journée organisée par le gouvernement. Et si le gouvernement en parle, est-ce que vous pensez que les personnes à faible revenu sont beaucoup plus exposées à l'insécurité alimentaire? Bon, selon une analyse récente, enfin, ça date de 2023, ça comprend la période de 2017 à 2022. Au Bénin, plus de 26%, pour dire entre 26% des ménages sont en situation d'insécurité alimentaire. Et 1% sont plus concernés par l'insécurité alimentaire sévère. Donc, déjà, ce n'est pas la majorité. Vous voyez un peu, du coup, on pourra en s'appuyant sur ces statistiques-là, je peux dire que oui, forcément, quand vous avez de faibles revenus, vous n'arrivez pas parce que vous l'avez défini en début d'émission, la sécurité alimentaire, c'est quand toute personne se retrouve dans la facilité à s'offrir ce qu'il veut comme aliment physique, social, économique et surtout nutritif. Donc aujourd'hui, si vous vous retrouvez à avoir de faibles revenus mensuels ou annuels, si vous voulez, ça sera difficile et très compliqué pour vous d'ailleurs de vous offrir ce dont vous avez besoin comme aliment, comme besoin nutritif et surtout comme besoin de première nécessité. Donc je reviens à votre question pour vous dire oui. Quand vous avez de faibles revenus, c'est clair que vous ne pouvez pas vous offrir tout ce que vous voulez et surtout pas les besoins de première nécessité. Et monsieur le juriste, voilà, le disait tout à l'heure, dans les zones rurales, c'est très compliqué pour les personnes de s'offrir les besoins de première nécessité, les aliments et tout ce qui va avec. Donc l'insécurité alimentaire survit surtout dans ces zones-là et avec des personnes qui ont du mal à répondre à leurs premiers besoins. Ça, je mettais dans le besoin de première nécessité. Qui se nourrissent seulement de ce qui est produit localement. Voilà, qui se nourrissent seulement de ce qui est produit localement. C'est surtout ces personnes-là qui sont concernées par l'insécurité alimentaire. Alors, Monsieur Julio, vous pensez que l'argent est une raison pour ne pas manger sainement? Est-ce que vous pensez, parce qu'on entend dire, moi, bon, ça c'est pour les riches, en parlant par exemple de certains produits alimentaires comme la carotte, les concombres, les oranges, on dit, ça c'est pour manger des fruits par exemple, après le repas, on considère que ça c'est pour des riches. Est-ce que vous pensez que l'argent, le faible revenu, est une raison pour ne pas manger sainement? On peut dire très concrètement que c'est le premier facteur même. En fait, votre niveau de revenu détermine ce que vous êtes capable de vous offrir en termes d'aliments. Qui n'a pas envie de bien manger? Bien manger, c'est manger en quantité et en qualité. Et la question de qualité renvoie aussi à la question de variété. C'est-à-dire ce que, en fait, pour démultiplier les aliments. Mais toujours, il y a une notion qui vient, la démultiplication, bien la variété des aliments, c'est toujours en tenant compte des habitudes alimentaires, culturelles et sociologiques. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas dire, par exemple, au Bénin, qu'on consomme, quand bien même on a une alimentation équilibrée, on n'a pas une alimentation de la même envergure que des gens qui vivent peut-être dans les pays européens. Donc, c'est une question sociologique et culturelle, d'une certaine façon, en termes d'habitude alimentaire. Mais dans cette habitude alimentaire, il faut que l'individu puisse quand même se garantir, en fait, cette variété d'une certaine façon. Vous savez, il y a peut-être, comment dire, en parlant de, c'est en fait ce que vous consommez dépend, comment dire,
c'est tributaire de votre niveau de pauvreté ou d'origine d'une certaine façon. On vous dira que les gens ont des situations difficiles ou lorsque ça ne va pas. Je parlais tout à l'heure des tubercules, d'accord. On dit que l'individu est capable, par exemple, le matin, de s'offrir ce que nous appelons peut-être de la farine de manioc, d'accord, cru. Et à midi, il va délayer cette même farine de manioc et le soir, il va en faire la pâte, c'est-à-dire ce que nous appelons, comme on dit communément, pilon ou dans certaines langues locales. Donc ça veut dire que voilà quelqu'un qui, du matin au soir, s'est concentré sur le même régime d'aliments d'une certaine façon. Vous comprenez, oui, cette personne sera rassasiée, mais fondamentalement, il va manquer d'éléments nutritifs parce que, en fait, la question de variété ne faisant pas jour. Et quand on est dans un régime comme ça, ce n'est pas forcément qu'on l'ait voulu, c'est parce qu'on a des moyens limités ou qu'on n'en a pas du tout d'une certaine façon. Et donc, ça nous impose, en fait, de ne pas fondamentalement nous nourrir. Donc, travailler sur la pauvreté contribuera donc à travailler davantage sur la question de sécurité alimentaire. Notre niveau de revenu détermine toujours ce que nous sommes capables de nous offrir en termes d'aliments. Est-ce qu'il ne faut pas, dans ce sens, que le gouvernement oriente des actions, est-ce qu'il ne faut pas ramener certains aliments vers d'autres contrées? Par exemple, au nord, l'igname pilé est majoritairement consommé par rapport au sud où on consomme plus le maïs. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être pas ramener le maïs à cultiver beaucoup plus le maïs également au nord et ramener également l'igname par exemple au sud afin de varier, que ce ne soit pas une culture alimentaire qui soit seulement valorisée dans une contrée, mais la diversification? Non, on ne peut pas demander, au gouvernement, notamment de pouvoir chercher à équilibrer en termes d'aliments, en termes d'habitudes alimentaires. Ce que le gouvernement a à faire plutôt, c'est de travailler en fait à ce que, de mettre en phase, en œuvre les mesures pour que la culture en fait de ces aliments soit garantie en quantité suffisante. D'accord, autant les céréales que les tubercules, que en fait les végétaux, ce que nous avons l'habitude de cultiver, que d'abord de s'assurer de la disponibilité, d'accord, donc des politiques ou bien les mécanismes agricoles qui permettent en fait chaque fois en tenant compte de l'évolution démographique de ce que ces aliments toujours restent disponibles. Ils restent disponibles, mais restent disponibles à des coûts assez accessibles. Et donc, c'est la forte production qui garantit en fait l'accessibilité parce que les économistes vous diront plus le produit est disponible, d'accord, plus il est accessible en termes de coût. Plus le produit est rare, plus le coût est élevé et donc toutes les personnes, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Donc, ce n'est que ce que, en fait, tout gouvernant peut faire d'une manière ou de l'autre. Maintenant, ce qui concerne les habitudes, on ne peut pas, Madame Maëlle, moi je suis ici, je peux m'offrir, en fait, des tubercules d'une certaine façon. Donc, c'est une question où je peux m'offrir aussi des céréales. Plus cher. Oui, c'est pourquoi. Là, vous êtes limité. Justement, c'est pourquoi nous parlons, en fait, de ce que, en fait, une production accrue, d'accord, qui permettent, en fait, de rendre les coûts les plus accessibles que possible d'une certaine façon. Maintenant, l'autre chose c'est que, c'est vrai, on était resté un peu trop dans le carcan de ce que, et certaines analyses ou bien certaines recherches ont prouvé le contraire, que, en fait, tel sol est favorable à tel ou tel autre, mais aujourd'hui, avec l'évolution technologique, il est possible aujourd'hui, en fait, de cultiver en tout terre que ce soit, toute culture. C'est ce que, en fait, les chercheurs disent. Il y a des régions, par exemple, on dit peut-être en terre africaine, je donne un exemple pour quitter même la question d'alimentation, mais restez que, par exemple, le blé ne se cultive pas en Afrique. Alors que les études ont montré, par exemple, qu'on peut bien cultiver le blé en Afrique. Pourquoi ne peut-on pas cultiver, par exemple, en fait, l'IAM à grande échelle au sud? Je pense qu'en fait, il y a toujours cette possibilité. Comme il y a la possibilité de culture des céréales, comme au-delà du mil, dans les régions septentrionales, de cultiver le maïs, de cultiver l'haricot, comme on le cultive en grande échelle, de cultiver même du manioc qui ne fait pas fondamentalement partie de l'habitude alimentaire. Donc, on peut, dans cette recherche de diversification, d'accord, instaurer, non pas instaurer, mais promouvoir en fait la culture des différentes sources nutritives dont nous avons besoin un peu partout sur le territoire. Mais avant de venir là, comme je disais tantôt, l'essentiel pour tout gouvernement aujourd'hui, c'est que ce que
Ce qui rentre dans nos habitudes alimentaires, c'est que nous l'ayons en quantité pour l'avoir à coût assez accessible. Alors, Monsieur Romario, avec la technologie, comme l'a souligné Monsieur Tometti, on fait face de plus en plus à l'entrée des produits chimiques dans la culture agricole. Est-ce qu'en consommant des produits biologiquement modifiés, on parle toujours de sécurité alimentaire? Déjà, je pense, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est beaucoup de paramètres. C'est vrai, vous avez parlé de produits chimiques qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui pour favoriser la croissance, bien sûr, voilà, des productions et autres. Mais ce que je pense, c'est que on ne pourra pas vraiment lutter contre ça. Parce que ça constitue aujourd'hui un élément essentiel dans la production agricole. Et qu'on le veuille ou non, c'est un peu comme on le dit, c'est un mal nécessaire. Ce qu'on pourra cependant faire, c'est de mettre en place des politiques qui pourront permettre dans la transformation, parce que on ne mange pas les récoltes de façon brute. Vous cultivez de l'igname, vous transformez après en ce que vous voulez. Donc c'est peut-être de mettre des politiques, de mettre des stratégies en place pour que lors des transformations de ces produits, on ne puisse pas, ou plutôt quand même réduire le taux des produits chimiques utilisés. Je disais tantôt que c'est mal laissé parce que aujourd'hui, la dernière fois, il y a eu un communiqué, en tout cas une information selon laquelle l'ananas produit au Bénin a été interdit de consommation en France. Je ne sais pas si vous avez une information. C'est sûrement parce qu'après analyse, ils ont constaté qu'il y a eu beaucoup plus d'utilisation ou d'usage de produits chimiques. Et voilà. Donc dans ces cas de figure, par exemple, je pense, comme je l'ai dit, on ne pourra pas vraiment l'interdire, mais on pourra contrôler. Peut-être il y aura forcément des politiques, des réformes pour dire aux agriculteurs ou bien à ces agences-là, parce que nous avons des agences au Bénin, on a l'Agence nationale de l'alimentation au Bénin. Voilà, par rapport à ce que nos populations consomment, il faudrait que vous preniez de telles dispositions. Voilà que les populations même préfèrent ça parce que c'est plus gros, c'est plus joli, c'est plus juteux. Oui, c'est vrai, mais vous savez, s'il y a vraiment une structuration, s'il y a un sérieux, il y a un travail qui est fait au niveau déjà local. Je pourrais parler tout à l'heure de l'Agence nationale de l'alimentation qui est au Bénin. Et les agriculteurs savent que oui, on doit produire, mais on est limité dans nos usages de produits chimiques. Je pense que ça réduit quand même le risque au niveau des consommateurs. Maintenant, après, il y a aussi une campagne de sensibilisation qui doit être faite par rapport à ces produits chimiques-là. Mais on ne va pas quand même s'accentuer sur ça. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que une seule personne ne peut pas se lever et dire qu'elle veut faire face à l'insécurité alimentaire. Il faut que le gouvernement, c'est vrai, il y a eu des dispositions, des réformes, même en Conseil des ministres le mercredi dernier. Le gouvernement a adopté de nouvelles lois, mais ça ne suffit pas. Il faut prendre de nouvelles dispositions. On a vu aussi les réformes de cantine scolaire avec les élèves qui a beaucoup, voilà la réforme de cantine scolaire avec les élèves qui a beaucoup amélioré la qualité de nourriture que consomment les élèves pendant l'année scolaire et tout. Donc il faudrait aussi que ces dispositions soient prises, c'est-à-dire qu'on élargisse un peu plus l'accessibilité de ces nourritures au niveau de la population de basse classe, dans les zones rurales. Il faut que dans les centres communautaires, dans les ONG, nous disposions quand même d'une structure qui s'occupe de l'alimentation. Et même si ce n'est pas à tout le monde, quand même, comme l'a dit M. Julio, qu'on réduise le coût. En fait, d'abord, il faut que l'aliment soit disponible. Et puis d'abord, voilà, et puis après, que le coût soit réduit pour que tout le monde, quand même, ait accès à ça. Je pense que si déjà dans cette réforme, dans cette politique, le gouvernement met à disposition de la population tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de première nécessité, c'est-à-dire qu'avant que le gouvernement nous mette à nos dispositions, il y a eu un contrôle en amont, il y a eu des dispositions qui ont été prises, il y a eu des travaux qui ont été faits en amont pour vérifier la qualité et l'authenticité de ces repas, mais de ces aliments que nous allons consommer. Donc ça réduit à un moment donné forcément le risque et les dangers liés à l'usage excessif des produits chimiques ou des produits biochimiques, si vous voulez, dans la production agricole. Parce que, qu'on le veuille ou non, je viens de le dire encore, on ne pourra pas contrôler totalement l'usage. Parce que vous l'interdisez, comme vous l'avez dit, la population aime ça. Mais quand même, quand il y a un contrôle qui est fait, ça va réduire l'usage. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon, bien sûr, de quand même limiter les dégâts. Alors, Monsieur Julio, vous pensez que consommer des aliments biologiquement transformés, on est toujours dans la ligne droite d'une sécurité alimentaire? Parce qu'on parle là de mettre à disposition des aliments, de rendre accessibles les aliments à la population, et les produits biologiquement modifiés sont, on le constate sur le terrain, sont les plus accessibles parce que
ce sont ces aliments qui sont moins chers. Et on sait que quand on parle de bio, ça renvoie un peu à la cherté. C'est une autre nature de préoccupation quand nous parlons de sécurité alimentaire ou là on ne parle pas d'insécurité alimentaire, mais on va parler peut-être de sécurité sanitaire plutôt, donc parce que en fait ce sont peut-être les effets néfastes que la consommation d'aliments pourrait avoir sur notre santé. Mais aujourd'hui, il est clair que nous ne pouvons plus, en tenant compte de nos contextes, de la démographie et tout, de ce qui était notre capacité de production, que nous ne pouvons plus nous contenter de notre production telle que nous le faisions, en fait, ce que j'appelle de la production domestique, il y a de cela 20 ans, 30 ans, d'une certaine façon. Aujourd'hui, on a besoin, la dernière fois, vous vous rendez compte, on disait par exemple, en parlant de la cherté du maïs, il y a l'une des propositions, en fait, c'est que de trouver aujourd'hui des semences qui permettent en fait de démultiplier en fait la production. Là où on peut avoir peut-être 5 tonnes, avec ces semences-là, on peut passer très rapidement au double, sinon au triple, histoire en fait de pallier les difficultés d'insuffisance qui existent. Est-ce que pour autant, en fait, ces semences qu'on peut peut-être soupçonner d'être biologiquement modifiées, est-ce que pour autant ça nuit à notre santé? Moi, je ne peux pas le dire. Peut-être les études approfondies peuvent permettre en fait de situer. Mais même si c'est le cas, l'essentiel, comme on le dit en fait, pour certains nombres d'aliments, c'est notamment dans la transformation que beaucoup de problèmes se règlent d'une certaine façon. Lorsqu'on met certains aliments à un certain nombre de températures, ça permet en fait d'annihiler certains risques d'infection ou bien peut-être d'affection d'une certaine façon. Est-ce que c'est pas le moment? Et donc, oui, allez-y. Ce qui a lieu, c'est dire, en fait, il faut séparer peut-être les problèmes. Séparer les problèmes, mais peut-être trouver peut-être un point de jonction pour pouvoir résoudre en fait les préoccupations qui existent. C'est pas le problème, c'est quoi? Le premier problème que nous avons aujourd'hui, c'est une question de sécurité alimentaire. Oui. Il faut que nous trouvons à manger en qualité, en quantité et en qualité. Oui. Bon, après, ça peut avoir des effets sur notre santé. Maintenant, comment faire pour toujours continuer à avoir l'accès aux aliments, d'accord, tout en préservant notre santé, ou bien que ces aliments ne deviennent pas des sources de nuisances sanitaires pour nous? Ça, c'est l'objet d'une autre préoccupation. Vous savez, aujourd'hui, comme vous le disiez tantôt, la journée mondiale de l'alimentation telle que ça sera célébré le 16 octobre, si je ne me trompe pas, oui, se préoccupe exclusivement en fait de la disponibilité, de la diversité en fait des aliments. Je dirais, non pas un peu pour blaguer, pour dire l'OMS se copiera des autres aspects de l'aspect sanitaire, mais pour ce qui est de la préoccupation de, au plan mondial sur les questions d'aliments, aujourd'hui ce qui est essentiel, c'est d'avoir accès à des aliments. Alors, la 28e édition de Téléfood 2024 se tiendra le 16 octobre 2024 à Zakpota, dans la commune du Zou. En quoi Téléfood est une opportunité pour renforcer la sensibilisation à la sécurité alimentaire, Monsieur Julio Tometi? Bon, il faut dire, comme vous le dites, le gouvernement, au dernier conseil des ministres, a autorisé l'organisation à Zakpota, si je ne me trompe, de la 44e journée mondiale de l'alimentation combinée avec la 28e édition du Téléfood. Téléfood, en fait, c'est quoi? Téléfood, il s'agit en fait notamment d'une campagne annuelle, d'accord, d'identification des sources de difficultés en termes d'accès aux aliments et pour sensibiliser la communauté mondiale par rapport en fait, aux actions qu'on peut mener pour un temps soit peu équilibré. Équilibré, donc, équilibré dans ce sens que ceux qui ont des excédents de revenus ou des excédents d'aliments peuvent aider d'une certaine façon ceux qui en sont dans le besoin. D'où l'organisation en fait d'un certain actions de téléthon, dont on parle de sensibilisation, on parle d'appel à l'aide, on parle de dons, on parle de téléthon, d'accord, pour que
les zones, d'accord, comment dire, des zones sédentaires où les personnes à revenus sédentaires puissent aider en fait ceux déficitaires pour quand même équilibrer au plan mondial les besoins en matière de sécurité alimentaire. C'est ce que nous pouvons dire. Donc, ça appelle, c'est un appel à l'aide, d'abord de la sensibilisation et un appel à l'aide internationale. D'accord. Alors, Monsieur Romario, Téléfood, opportunité pour l'agriculture, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je pense que M. Julio a tout dit par rapport à cette journée parce que si déjà elle est dans une optique de sensibiliser, c'est-à-dire qu'après sensibilisation, forcément, il y a des approches de solutions qui seront adoptées. Donc, par rapport à l'agriculture, on parle de sécurité alimentaire, c'est parce que nous produisons, c'est parce que nous cultivons, c'est parce qu'il y a l'agriculture que nous disposons d'aliments. Donc, cette journée, forcément, apporte un plus aux agriculteurs, apporte un plus aux producteurs et il sera forcément l'occasion, le créneau nécessaire pour, enfin, je veux dire, le credo nécessaire pour discuter de tout ce qu'il y a comme défis, difficultés face à l'insécurité alimentaire, ou à la sécurité alimentaire bien sûr, tout ce qu'il y a comme défi par rapport aux agriculteurs. Et voilà un peu, donc ce sont des moments opportuns pour parler des raisons, des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas dans le secteur de l'agriculture ou de l'alimentation, et puis et bien sûr de proposer des approches de solutions, histoire de pallier à ces situations-là. Donc je pense que cette journée est la bienvenue, et ce n'est pas la première fois, ça se fait de façon annuelle. Donc cette édition sera certainement l'occasion de plus de renforcer les politiques, de discuter davantage, de prendre de nouvelles décisions et surtout de les mettre en vigueur. Et je le disais précédemment que lors du Conseil des ministres du mercredi 26 septembre dernier, le gouvernement béninois a adopté en son sein de nouvelles dispositions pour quand même permettre, toujours dans la logique de renforcer ces politiques-là et d'assurer une bonne sécurité alimentaire à nos populations. Et si Zakota est choisi, je pense que Zakota aujourd'hui est l'une des zones rurales du Bénin, si je ne me trompe pas, surtout dans le zoo. Si Zakota est choisi, le message est très fort. C'est pour dire qu'il pense toujours aux personnes qui sont dans les régions véhiculées, vulnérables et qui ne sont pas oubliées. Donc ces journées-là, ces moments-là sont des moments pour d'abord les mettre en confiance, les rassurer, faire le diagnostic de ce qui n'a pas marché et surtout de proposer des solutions pour que demain nous ayons un monde meilleur. Je le disais précédemment, les chiffres ont grimpé au courant 2022 à 2024 de 9% concernant l'insécurité alimentaire au Bénin. Mais toujours dire que tant qu'il y a l'opportunité de mieux faire, c'est-à-dire qu'on peut mieux faire. Comment, toujours avec vous, comment on peut garantir une sécurité alimentaire ou bien la résilience face au changement climatique? Bon, quand on fait face au changement climatique, il y a des produits, des denrées alimentaires qui deviennent rares, voire inaccessibles, voire très chers. Est-ce que le gouvernement ne peut pas penser à quelque chose de ce côté-là? Oui, je répondrai oui. Le gouvernement peut par exemple renforcer les politiques, je le disais depuis, les politiques publiques de protection sociale. Mettre en place des institutions qui s'occupent généralement de ces genres de situations. Il y a des institutions, par exemple, délocalisées, décentralisées, qui vont s'occuper de la sécurité, de l'alimentation. Je le disais, il y a des centres communautaires dans presque toutes les régions du Bénin. Quand vous allez dans une région, dans une commune, vous avez des maisons de loisirs, vous avez des centres communautaires, vous avez des centres sociaux qui s'occupent des cas sociaux. Et si déjà dans ces centres-là, dans ces ONG-là, on peut instaurer maintenant, on peut mettre en place des institutions locales pour renforcer les politiques publiques de protection sociale. Je pense que c'est déjà un peu. Il faut aussi développer le programme communauté d'aide alimentaire, comme je le disais. Dans ces institutions-là, il y aura maintenant des réformes, des programmes mis en place pour quand même aider la population. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir le premier repas de la journée. Donc déjà, si dans mon environnement immédiat, je peux me rendre dans mon centre communautaire pour avoir, même si ce n'est pas forcément un repas consistant pour toute la journée, en tout cas avoir quelque chose pour manger en journée, je pense que ça serait bien. Dans les pays voisins, dans les pays de l'Europe, on voit souvent, vous avez des cartes de crédit, vous avez des cartes qui vous donnent accès à de l'alimentation gratuite ou encore des réductions sur des produits vivriers, sur des produits de première nécessité. Donc déjà, si on peut mettre en place de ces genres de politiques-là, je pense que ça sera, même si ce n'est pas forcément des cartes, parce que nous n'avions pas encore cette culture-là au Bénin où tout est digitalisé, on peut le faire à travers des cartes, même si ce n'est pas encore le cas, je pense quand même que s'il y a de ces politiques-là qui sont mises en place pour permettre des dispositions en fonction de nos réalités, bien sûr, du contexte et de la région, ça va quand même réduire
le problème. Et l'autre chose dont je peux parler aussi, il y a le renforcement de l'éducation et de la sensibilisation par rapport à la nutrition. Bien avant cela, même bientôt tout à l'heure, M. Julot parlait de l'incidence. Par exemple, vous en avez jusqu'à ce que ça vous suffise et puis vous voulez jeter. Si on peut également organiser des campagnes de sensibilisation à l'endroit de ces personnes. Vous avez des nourritures qui essaient dans vos maisons, ramenez ça dans les centres sociaux, ramenez ça dans les centres communautaires, ramenez ça au niveau des ONG qui luttent pour les causes sociales. Je pense que ces genres d'approches, ces genres de campagnes, ces genres d'activités vont quand même permettre, parce que la plupart du temps, quand vous allez au niveau des personnes qui ont de l'argent, dont les revenus mensuels dépassent la moyenne, ce que vous constatez, c'est qu'il y a de la gabégie, il y a du gâchis, et puis on peut ouvrir quelque chose de pas à la finie, et puis la jeter. Vous imaginez un peu. Alors que dans le même temps, il y a des personnes qui peinent à manger depuis 2 jours, depuis 3 jours. Donc si on peut organiser des campagnes de sensibilisation à l'endroit de ces personnes-là pour leur montrer ou pour leur notifier que oui, effectivement, vous en avez eu, ça vous dépasse, vous en avez marre, vous voulez jeter. Mais non, on ne jette pas. On peut recycler et quand même permettre à ceux qui n'en ont pas eu de les avoir. Donc en plus de renforcer les politiques, ça c'est au niveau du gouvernement, en plus de créer des institutions sociales, en plus de développer plus de programmes d'action au niveau des centres communautaires, je pense que nous aussi, population, nous avons notre part à jouer, notre contribution dans cette histoire. Et c'est de ça que je parlais en parlant de campagne de sensibilisation à l'endroit des personnes là qui en ont et qui souvent pensent que bon, peut-être parce que moi j'ai fini de manger, il faut jeter. Il y a l'autre aspect important, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est vrai, il faut parler de l'accessibilité de la nourriture à tout le monde, mais il y a aussi la qualité. Ce n'est pas parce que nous sommes en milieu rural que nous allons manger tout ce que nous voyons. Ce n'est pas parce que nous sommes en milieu rural, c'est vrai, il n'y a pas les moyens, mais je pense que on n'a pas forcément besoin de grandes choses pour accomplir, enfin de grands moyens pour accomplir les grandes choses. Avec nos petits moyens, nous pouvons commencer et après espérer que ça s'améliore. Donc déjà au niveau de la nutrition, les centres, les hôpitaux qui sont dans les zones rurales, peut-être dopés de matériel, doter le personnel de plus d'informations, de formation, les nutritionnistes et autres. Et comme ça, quand les personnes là qui vivent dans ces localités-là ont ces besoins, elles peuvent se rapprocher de leur centre d'hôpital les plus proches pour pouvoir se renseigner sur la qualité de nourriture, sur ce qu'il faut manger et tout ce qui va avec. Je pense qu'en tenant compte de toutes ces réalités, en tenant compte de tous ces facteurs et tous ces paramètres, la situation pourra s'arranger d'ici les prochaines années. Monsieur Julio Tometti, en cas de changement climatique, comment le gouvernement peut assurer la résilience de certaines productions agricoles? Non, pas en cas de changement climatique. C'est un fait quotidien. C'est un fait quotidien, oui. En fait, parce que vous savez, en fait, il faut dire comment le changement climatique se manifeste. Vous savez que, par exemple, au Bénin, nous connaissons les saisons. Oui. Et vous savez quand est-ce qu'il faut mettre en terre les semences de maïs pour que ça pousse. Vous savez quand. Maintenant, si au moment où il doit pleuvoir, il ne pleut plus, et c'est en fait, la sécheresse, ou au moment où il ne doit pas pleuvoir, il y a cru de plus grave. En fait, c'est les manifestations, ça. Ce qui fait que, en fait, à terme, la quantité prévue pour être cultivée, on n'en a plus, ou bien, des fois, dans certaines régions, bien à certains moments, ce n'est plus pratiquement pas possible. Donc, il faut forcément passer à autre chose. Donc, comme je le disais, c'est un élément constant. Et ça, ce n'est pas que ça seul, en fait, les questions de, liées, ou bien les difficultés liées à la sécurité alimentaire. Il y a, comme certaines personnes, je l'ai lu dans certaines plaquettes, notamment dans le cadre de l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation, que les effets à long terme, d'accord, les impacts à long terme de la crise de coronavirus, ça continue d'avoir des impacts sur la sécurité alimentaire. Il y a, la situation économique, notamment l'inflation, d'accord, ce que vous avez l'habitude d'acheter peut-être à 200 francs, c'est devenu 300, c'est devenu 400. Et donc, alors que vos revenus n'ont pas augmenté entre-temps d'une certaine façon. Donc, tout cela fait que, d'une manière ou d'une autre, on n'arrive pas à s'offrir convenablement ce dont on a besoin, ou bien les coûts sont plus élevés que ce que ça devrait être. Surtout en cette période où les gens se plaignent de la cherté entre griffes de la vie.
Oui, ce sont ces éléments-là, en fait, qui, comment dire, c'est en fait l'association, Oui. en fait, de ces éléments-là, changement climatique, crise à long terme, comment dire, effet à long terme du coronavirus et la crise inflationniste d'une certaine façon. Donc, si on met tout ça ensemble, ça nous donne quelque peu, en fait, des raisons qui justifient, en fait, ce dont on est confronté. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ça dépend des politiques publiques. Par exemple, par rapport comment dire, au changement climatique. Changement climatique, comme nous le disons, ce n'est pas l'affaire d'un État, ce n'est pas l'affaire d'un pays d'une certaine façon. Il faut en fait, comment dire, une politique globale. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit plutôt, il n'y a aucune solution très tôt, en fait, pour régler la question des changements climatiques. Il y a plutôt des mécanismes ou bien des politiques de compensation par rapport aux effets néfastes du changement climatique. C'est-à-dire, vous avez subi des changements climatiques, il n'y a pas question de penser la politique pour que ça ne vienne plus. On dit d'une manière ou d'une autre, en tenant compte de l'évolution de la technologie, ça doit être. Maintenant, comme vous subissez ces changements climatiques-là, en termes de compensation, en fait, on vous fait, comment dire, des politiques d'accompagnement financier ou bien de développement de tel ou tel projet ou bien de tel mécanisme. Donc, la solution n'est pas de régler le problème, la solution c'est de trouver des solutions compensatoires. Est-ce que, d'une certaine façon, ça garantit en fait comment dire, l'avenir d'une certaine façon. La question reste posée. Mais de toute façon, on se rend compte que c'est, comment dire, c'est peut-être ce que l'humanité le prix que l'humanité aura payé pour le développement technologique ou industriel d'une manière ou d'une autre. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est pourquoi en fait il faut penser en même temps, d'où votre question précédente, des produits chimiques ou bien des engrais pour démultiplier en fait comment dire la production. Donc nous tombons en fait dans les mêmes travers. Mais ce qui a lieu de retenir simplement, il faut simplement se rendre compte que nous ne pouvons plus en fait faire nos cultures comme nous le faisions d'entre-temps. Et donc la démographie augmentant, les espaces devenant de plus en plus restreints parce que en fait l'urbanisation prenant beaucoup, donc il faut travailler à ce que le peu d'espace que nous avons, il faut travailler, il faut trouver des mécanismes, des moyens pour que en fait la production soit les plus productive, pour le dire comme ça, d'une certaine façon. Donc, pour dire, en fait, en termes, pour les effets du changement climatique, ce sont, comme je l'ai dit, au plan international, c'est les questions de compensation. Donc, au plan national, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a plein de mécanismes, plein de projets au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'élevage pour accompagner les producteurs dans le domaine, c'est-à-dire mettre à leur disposition les semences, les engrais, les insecticides qu'il faut, d'accord, les accompagner en termes de renforcement de compétences, de capital humain pour comment faire pour démultiplier davantage. Je dirais même d'une manière ou d'une autre pour professionnaliser en fait ce que nous appelions en fait culture domestique. Et donc ce n'est que ça. Et je lisais tout à l'heure dans une plaquette que l'initiative Téléfood aussi s'engage beaucoup dans ces actions-là. Pas de petits projets en accompagnant les communautés, notamment sur les questions de culture, sur les questions de transformation, la mise à disposition de moyens, de matériel qui permettent cette transformation-là pour les rendre les plus accessibles que possible. Vous savez, comme on l'a toujours dit, aujourd'hui, la production est plus mécanisée, plus que cela ne l'était auparavant. Donc, ce n'est que par ces actions-là que les pouvoirs publics peuvent compenser, en fait, les effets néfastes que nous sommes en train, malheureusement, de subir par rapport au changement climatique. Monsieur Romario, est-ce que vous pensez qu'il faut limiter les importations au profit des produits agricoles locaux? Bien sûr, c'est une question qui se pose depuis un bon moment. Il faut vraiment limiter les importations parce qu'à un moment donné, ça ne favorise plus forcément l'accessibilité facile de la population locale à ces produits-là qui sont, enfin, en tout cas, à tout ce qui est produit. On préfère ce qui est importé, c'est moins cher, c'est plus accessible.
Voilà, je confondais importation et exportation. J'allais dire, voilà, il faut quand même limiter, voilà, l'importation des produits extérieurs de notre pays parce que à un moment donné, ça ne favorise pas l'éclosion de ce que nous avons produit chez nous. Vous voyez? Et quand c'est le cas, je pense que ça, c'est l'un des facteurs qui explique la surenchère de certains produits, puisque ce n'est pas vous qui produisez, vous achetez d'autres personnes, forcément la personne vous tasse en fonction de comment elle a produit ses aliments et tout ce qui va avec. Donc à un moment donné, vous aussi, pour vous faire du bénéfice vous augmentez les tarifs, vous augmentez le prix, et là, qui en souffre? Ce sont les populations, les personnes là, dont les revenus ne sont pas forcément, n'atteignent pas la moyenne quand on évalue de façon mensuelle. Donc il faut limiter forcément l'importation des produits et puis surtout favoriser et promouvoir la consommation des produits locaux. C'est pourquoi j'apprécie l'initiative du consommant local. C'est l'une des initiatives qui met en valeur ce qui est produit au Bénin. Et quand vous vous concentrez plus sur ce qui est produit chez vous, vous n'avez pas trop à vous casser la tête quand il faut manger. Vous n'avez pas trop à vous casser la tête quand il faut s'offrir vos besoins de première nécessité. Et quand on veut consommer local, il faut en produire en grande quantité. Et quand vous voulez en produire en grande quantité, dans un monde face à de perpétuels changements tels que le changement climatique, c'est là que c'est compliqué, d'où la présence des produits biochimiques. Vous voyez un peu que c'est une chaîne qui est très longue. Oui. Donc voilà, ce ne sont pas des questions qui se décident du jour au lendemain. Ça mérite des réflexions sur de long terme. Je pense que nous n'avions pas cette culture, mais avec le temps, ça va venir. Et si déjà, parce que le consommation local n'a pas commencé en 1960, c'est peut-être après des années de réflexions et tout ce qui va avec, qu'il y a eu ces initiatives-là. Donc je pense qu'avec le temps, nous en arriverons là. Il faut vraiment limiter les importations. On ne peut pas en refuser. Forcément, à un moment donné, on aura besoin que les autres pays nous prêtent main forte. Nous ne pourrons pas tout produire. Voilà, nous ne pourrons pas tout produire, mais quand même les produits dont nous, enfin, les aliments ou tout ce que nous pouvons produire chez nous de façon quantitative, je pense que nous devons quand même les promouvoir, de ce à nous permettre et à permettre à chacun de nous d'avoir l'accès libre, le coût réduit pour nous offrir ces produits-là. Voilà, en l'honneur aujourd'hui, les personnes âgées sont à l'honneur, alors que nous célébrons leur sagesse et leur contribution à la société, nous devons aussi nous interroger sur leur accès à une alimentation suffisante et équilibrée dans un contexte où la sécurité alimentaire devient impérative. Alors, Monsieur Julio, pourquoi les personnes âgées sont plus exposées au risque de l'insécurité alimentaire? Je voudrais d'abord commencer par revenir sur votre question précédente. L'importation des produits. La question d'importation. En fait, c'est toute une équation. Parce que nous n'avons pas encore cette capacité de production qui permet de compenser nos besoins. Donc, à partir de ce moment. Et deuxième élément, il y a les questions d'habitude alimentaire. On n'a pas fini avec. Je vais prendre deux exemples. Vous prenez par exemple le pain. On a imaginé qu'il y a à forte proportion avec le blé que nous ne produisons pas, donc nous sommes obligés d'importer. On a pensé tous les mécanismes pour faire par exemple le pain que par exemple notre manioc peut servir à faire le pain, mais visiblement ceux qui ont tenté de le faire un peu en termes pour explorer cette piste-là, ça n'a pas pu parce que les premiers résultats n'ont pas en fait satisfait les attentes d'une certaine façon. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes forcément soumis parce que c'est devenu une habitude. Et comment faire? Donc, ça veut dire que c'est une autre réflexion carrément qu'il faut avoir. Je prends le cas, par exemple, nous avons besoin dans nos nutriments de lipides, par exemple. Donc, quand je prends par exemple la question d'huile, est-ce que notre capacité de production d'huile végétale aujourd'hui permet en fait de régler nos besoins? Non, parce que visiblement, vous voyez, ce que nous avons de plus accessible, c'est-à-dire notre huile végétale qu'on appelle communément huile rouge, ce n'est plus dans beaucoup, en fait, ne l'utilise pas, ça ne rentre pas beaucoup de trucs là, ne l'exploite pas, donc c'est beaucoup plus sur l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, comme je disais tantôt, les questions d'habitude alimentaire font que, les gouvernants veulent bien, en fait, des politiques protectionnistes, d'accord, mettre les coûts, mettre les barrières douanières et tout ça en élevant les coûts des importations, les coûts des douanes. Mais ça reste que finalement, en fait, nous avons besoin de ces produits-là et nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nous en départir. Je prends seulement le cas de là. Il y a plein d'autres produits comme ça.
Mais il faut dire en fait qu'en termes d'importation, ceux qui sont le plus soumis à ça, ou bien tout là, ce sont en fait les personnes des zones rurales, des zones urbaines d'une certaine façon. Dans les zones rurales, la perception est moindre en fait d'une certaine façon. Et donc, à partir de ce moment, alors que ce sont les personnes des zones rurales qui ont plus en fait comment dire, qui ont plus besoin d'être protégés ou comment dire, ceux qui ont plus besoin de l'orientation de ces politiques publiques-là en matière de sécurité alimentaire. Donc, comme je disais tantôt, ça reste encore toute une équation. Nos personnes âgées, il y a lieu simplement, je veux d'abord commencer par, et c'est ce que nous avons l'habitude de faire, de leur souhaiter toujours longévité. Parce que c'est de la sagesse, c'est de la bibliothèque, on a toujours besoin d'eux. Et donc, pour leur garantir quelque peu cette longévité-là, la question, comme pour les enfants, en fait, ce sont les deux pôles. Les enfants ont besoin de sécurité alimentaire d'abord pour pouvoir survivre et pour leur croissance, pour pouvoir bien grandir, donc pour les questions de croissance. Les personnes âgées, leurs cellules, d'accord, les différentes cellules du corps humain ne sont plus telles que c'était il y a de cela peut-être à leur âge un peu plus jeune, et donc ont besoin aujourd'hui, d'accord, beaucoup plus d'éléments nutritifs qui puissent renforcer ces cellules-là et moins de produits que je peux appeler des produits qui puissent avoir des effets de nuisance sur nous parlons des produits tout à l'heure de comment dire de produits chimiques et tout ça là, qui peuvent être véritablement des sources de nuisance pour ces personnes-là. Et donc, toutes les politiques orientées dans le sens, ou bien toute réflexion orientée dans le sens d'une meilleure sécurité alimentaire pour les personnes âgées, histoire de leur garantir plus de longévité, parce que c'est sûr, en fait, sous cette bannière-là, qu'on pourra évaluer, en fait, comment dire, je ne veux pas dire, comment on l'appelle, j'ai oublié cette notion-là, qu'on pourra évaluer, non pas le taux de mortalité, mais plutôt, comment dire, j'oubliais, ça va me revenir. Je pense que nous devons être à l'âge moyen de 65 à 70 ans dans les pays comme les nôtres, d'une certaine façon. Et donc, comme je disais tantôt, toute réflexion dans le sens de penser aux personnes âgées et de se préoccuper, en fait, qu'ils restent un peu davantage avec nous, n'est qu'à saluer et n'est qu'à promouvoir d'une certaine façon. Et donc, je dis, bon vent à tous ces différentes initiatives. Alors, M. Romario, la question s'adresse également à vous. Pourquoi les personnes âgées sont les plus exposées au risque de l'insécurité alimentaire? Déjà, une personne âgée, la plupart du temps, ou les personnes âgées, la plupart du temps, ont un problème économique. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir les besoins de première nécessité. Il n'est plus en activité. Il n'est plus en activité, voilà. Il ne travaille plus pour gagner de l'argent. Par conséquent, il est limité dans ses actions, il est limité dans sa volonté de s'offrir ses besoins de première nécessité. Et si c'est le médecin qui le limite? J'allais en venir. Après l'aspect économique, il y a aussi le problème de conditions physiques. Quelqu'un qui n'est plus apte physiquement aura du mal à faire des courses, à aller au marché, faire des emplettes, faire ci, faire ci, faire ça. Donc, d'où on revient toujours à l'équation de l'insécurité alimentaire. Il y a aussi l'isolement social. La plupart du temps, on constate que si ce n'est pas dans les zones rurales où ces personnes-là sont mises en valeur, c'est-à-dire qu'on connaît la valeur des personnes du troisième âge, dans les zones urbaines, quelqu'un qui est adulte et de cette époque-là n'est pas vraiment considéré. Donc il y a l'isolement social, ça amène quelquefois les personnes du troisième âge à s'isoler du monde, du grand monde. Et quand vous vous isolez, quand vous êtes seul dans votre coin, c'est très compliqué pour vous de mener à bien, de réaliser, de matérialiser vos volontés. Donc je peux dire que déjà, les personnes du troisième âge sont plus affectées par la question parce que non seulement ils ont des problèmes économiques, elles ont des problèmes économiques, elles sont plus aptes pour travailler, par conséquent elles ne gagnent plus d'argent, du coup elles ne peuvent plus s'offrir ce qu'elles veulent. Il y a les conditions physiques et sanitaires, c'est-à-dire ce que vous évoquez tout à l'heure, le médecin qui dit non, tu ne peux plus faire ci, tu peux plus faire ça parce que avec ton âge et ta condition, ta forme physique, tu n'es plus apte pour faire telle chose. Et ensuite il y a l'isolement social. Il y a bien d'autres facteurs également qui expliquent le fait que les personnes âgées soient exposées ou soient les plus
affectés par la question. Donc voilà un peu. Quand c'est le cas, c'est beaucoup trop compliqué. Et ça ne favorise pas vraiment leur accès. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité des aliments à ces personnes-là. Même quand c'est accessible, vous imaginez quelqu'un qui a 80 ans, elle ne peut pas marcher pour aller au marché faire des emplettes, elle ne peut pas marcher pour aller dans un centre commercial, elle ne peut pas marcher pour aller faire ci, faire ça, parce que l'aptitude physique n'est plus vraiment présente. Et il y a aussi, je disais, l'isolement social. Quand c'est le cas, et puis non seulement elle-même ne peut pas le faire, et que dans son environnement immédiat, surtout dans les zones urbaines, parce que je ne parle pas des zones rurales, dans les zones rurales, vous voyez dans les foyers des grandes mères de 80 ans, 95 ans, toujours choyés, toujours chouchoutés par leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que ces enfants-là connaissent leurs valeurs. Et ça fait partie des cultures. Mais dans les zones urbaines comme Cotonou, ce n'est pas vraiment le cas. Il faut compter du bout des doigts les foyers dans lesquels des personnes âgées sont mises en valeur. Même dans les zones rurales, parfois, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment que nos politiques, enfin, le gouvernement ou notre gouvernement pense autrement aussi à ces personnes-là. Quand on parle tout à l'heure des politiques publiques, de création ou bien de développement de programmes d'action alimentaire, il faut aussi penser, je vais faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les programmes d'inclusion. Et vous allez dans des endroits, vous allez dans des places publiques, vous voyez que oui, il y a des endroits confectionnés ou bien affectés pour les personnes handicapées. Vous imaginez un peu. Donc si déjà on peut, dans les politiques de développement aussi, penser à ces personnes âgées, là, mettre en place des structures, des choses qui les concernent spécialement et qui leur facilitent l'accès, la disponibilité de la ressource alimentaire, je pense que la question elle sera résolue. Sinon, voilà, en majorité. Et quand la personne ne travaille pas, c'est beaucoup trop compliqué pour elle de manger, de survivre. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. Monsieur Tomété, est-ce que vous pensez que le rôle de la sécurité alimentaire des personnes âgées revient forcément au gouvernement? Non, pas forcément. Maintenant, je veux un peu repartir en arrière pour dire, comme pour dire, avant d'avoir les cheveux noirs, avant d'avoir les cheveux blancs, il faut les avoir eu noirs. Parce qu'on remarque souvent, en fait, que c'est comment dire, au niveau des personnes âgées, c'est en ce moment-là que nous avons en fait les effets, les revers de tout ce qu'il y avait, aurait pu avoir comme excédent en termes d'alimentation ou d'habitudes alimentaires dans le développement de certaines affections. On vous parlera de diabète, de telle crise, de telle. De sorte que les médecins en arrivent, pour certaines personnes, en tenant compte des affections de leur interdit carrément la consommation d'un certain nombre de choses. Qu'à partir d'un certain nombre, quand vous avez l'âge là, vous ne devez prendre de sucre, vous ne devez prendre pas de maïs, des choses lourdes, ainsi de suite, parce que en tenant compte des affections que vous développez. Alors que, vous savez, lorsque vous êtes à un moment donné où vous devez choisir ce qui est à manger, ce qu'il ne faut pas manger, il faut avoir les revenus subséquents. Alors que, véritablement, c'est à partir de ce moment-là qu'on est forcément en baisse de revenus parce qu'on n'étant pas en activité. Si vous n'avez pas un cercle de famille, d'accord, qui comprend en fait la valeur de la personne âgée, bienvenue les dégâts. Ça projette beaucoup plus vite en fait ces personnes-là, je ne veux pas dire. Et ça fait en fait, comme je l'oubliais, je parlais notamment de l'espérance de vie, d'accord, qui tourne aujourd'hui au Bénin autour de 63-64%. Tout ça, tous les mécanismes autour vont permettre davantage de quand même pouvoir prolonger ça. Et donc, plus c'est prolongé, plus nous autres là, on regarde l'avenir, on se dit qu'on a encore du temps. Ça fait moins peur d'une certaine façon. Et donc, pour dire, en fait, ce n'est pas qu'une question des gouvernants. Je dirais même, c'est moins une question des gouvernants, c'est beaucoup plus une question des communautés et une question, en fait, des familles d'une certaine façon. Parce que pour moi, en fait, l'essentiel réside dans l'éducation, dans la sensibilisation, de la conception que nous faisons, en fait, des personnes âgées et de tous les soins que nous devons leur accompagner pour que véritablement leurs derniers jours soient les plus, les plus apaisants que possible. Et donc, de ce point de vue, l'État ou bien les gouvernants ne sont pas aussi sans responsabilité, d'accord, parce que nous avons un ministère des Affaires sociales et de la famille qui s'occupe des personnes les plus vulnérables, dont
les personnes âgées. Et donc, les politiques publiques doivent également être orientées, en fait, dans ce sens-là, pour chaque fois avoir une pensée pour ces personnes-là, dans la définition des stratégies, dans la définition des actions, en tenant compte, en fait, de l'état des lieux qu'on aurait fait par rapport à telle ou telle difficulté. Aujourd'hui, nous parlons de la question, de sécurité alimentaire. Comment faire pour que les gens, au soir de leur vie, ne se retrouvent pas dans les situations les plus délicates, parce qu'en vérité, c'est le minimum en fait qu'on peut offrir aux personnes âgées. À part l'attention, c'est quand même le manger. Et là, ce n'est pas que le manger seul, c'est surtout le manger bien pour leur éviter en fait des affections. Parce que ce sont des affections qui prolongent, qui plongent ou bien qui expédient beaucoup plus rapidement dans ce que tout le monde craint d'une certaine façon. Et donc, ça reste une préoccupation des gouvernants, des communautés et beaucoup plus du cercle familial. Bien évidemment. Alors, M. Romario, vous avez un mot de fin rapidement? Quoi dire à pas demander à nos autorités de continuer dans le lancer, dans la dynamique, de rassurer au peuple béninois une bonne sécurité alimentaire, d'encourager les initiatives qui existaient déjà dans cette logique-là et surtout d'inciter les personnes qui hésitent encore à se manifester parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Alors les personnes là, ou bien les ONG, les centres communautaires qui s'inscrivent déjà dans la lutte sociale, dans le développement social, dans l'intégration sociale et tout ce qui va avec, de continuer les actions. Et voilà, comme l'a dit, il faut beaucoup plus de sensibilisation, de campagne pour quand même permettre à tout le monde d'être au même niveau des formations et de savoir quoi faire exactement quand il le faut. Alors, merci à vous. Comme vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette édition du Grand Soir. Alors, j'étais sur ce plateau avec M. Julio Tometti et Romario Rumpé sur les questions de sécurité alimentaire et de la journée mondiale des personnes âgées. Les programmes se poursuivent sur ETélé. Merci de nous avoir suivis.